Créée en 2020, La Déferlante est un média indépendant et sans publicité. Depuis 3 ans, nous luttons pour que les idées féministes pèsent davantage dans le débat public. Parce que le genre est un rapport de pouvoir omniprésent, nous nous attachons à déconstruire ces mécanismes. Alors que l'extrême droite est aux portes du pouvoir et que les associations féministes ne sont pas entendues, notre média et notre maison d'édition s'engagent pour les droits des femmes, des personnes LGBT+, racisées et handicapées. Pour continuer à faire entendre les voix des personnes dominées, pour que les récits des mouvements MeToo continuent à résonner, pour comprendre l'époque dans laquelle nous vivons, pour qu'adviennent les révolutions féministes, abonnez-vous, offrez La Déferlante. Alors, La Déferlante, c'est donc une revue, une maison d'édition, c'est aussi une newsletter. Il y a encore temps de s'abonner pour recevoir la newsletter de demain, si vous le souhaitez. En attendant, ce soir, vous êtes venus nombreux, joyeux à cette soirée du lancement de notre numéro 13, qui sera en librairie demain, et dont le thème avorté colle parfaitement à l'actualité. Ça n'aura échappé, je pense, à peu près personne. Hier, le Sénat a voté en faveur d'un changement législatif qui permettra la mention de l'IVG. Ça n'aura donc échappé à personne. Et ça long travail des associations, notamment du planning familial et des parlementaires, quelques-unes sont dans la salle, qui ont permis cette avancée que nous allons bien sûr évoquer. Quand nous avons décidé il y a quelques mois de nous lancer dans la réalisation d'un numéro autour de l'avortement, nous n'avions pas forcément en tête l'agenda du Sénat, mais plutôt quelques faits qui marquent les mémoires féministes. Par exemple, le manifeste des 343 femmes déclarant en avril 71 « J'ai avorté » dans le magazine Le Nouvel Observateur, ou bien les luttes du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, le MLAC, qui a été lancé 2 ans plus tard et qu'a remise récemment à l'honneur la cinéaste Blandine Lenoir dans son film Annie Collet. Ou bien encore les mots à la fois prudents et décisifs de Simone Veil, présentant en novembre 1974 la loi, devant les députés, la loi qui allait permettre de légaliser l'accès à l'IVG. Nous avions en tête qu'en tout lieu, et à diverses époques, l'accès à l'avortement a été moins pensé comme un moyen d'autonomiser les femmes que comme un outil d'ajustement de politique démographique. Pendant que certaines luttaient pour pouvoir avorter, d'autres, parce qu'elles étaient racisées, pauvres, handicapés, ou parce qu'ils étaient des hommes trans, subissaient par la contrainte la pose de contraceptifs, l'avortement ou la stérilisation. Cela a par exemple été le cas à La Réunion jusque dans les années 80, au Pérou au tournant des années 2000 ou encore en Chine au nom de la politique de l'enfant unique. Nous avions en tête que la lutte pour accéder à une IVG consentie et plus globalement pour faire reconnaître les droits reproductifs de chacune et chacun, elle ne s'arrête jamais. Elle est marquée par quelques belles victoires. Ces dernières années, entre 2018 et 2021, l'avortement a par exemple été légalisé en Irlande, en Argentine ou au Bénin. Et puis, il y a aussi ce lot de défaites, telle l'annulation de l'arrêt Roe versus Wade en 2022 aux États-Unis, un arrêt qui accordait aux États-Unis la possibilité d'avorter dans tout le pays. Hier néanmoins, on l'a dit, on va s'en réjouir, on va en profiter, on a vécu une belle réussite féministe et on ne va pas bouder notre joie, on va la partager avec nos 3 invités, notamment vous, Sarah Durocher, présidente nationale du planning familial. Vous avez porté un plaidoyer très actif en faveur de la constitutionnalisation de l'IVG. Vous allez nous le raconter. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, je suis un peu émue, mais voilà. Un peu jet lag. Mounia El Kotni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes anthropologue de la santé, membre du collectif Notre Corps Nous-mêmes, dont on recommande chaudement le manuel de santé féministe, qui est paru en 2020 aux éditions Hors d'Atteinte.
En tant que militante et chercheuse, vous travaillez à faire émerger la notion de justice reproductive, sur laquelle nous allons également revenir. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Annie Ernaux, vous êtes écrivaine. Et là encore, ça n'aura échappé à personne, vous êtes lauréate du prix Nobel de littérature. Parmi la vingtaine de livres dont vous êtes l'autrice, qui mêlent mémoire individuelle et mémoire collective, citons Les Armoires vides, votre premier ouvrage paru en 1974, et puis L'événement, paru en 2000, dans lequel la narratrice relate à la première personne, l'IVG qu'elle a subi de manière clandestine en janvier 1964. J'ajoute que vous avez une place toute particulière dans l'histoire de La Déferlante, puisque vous avez été présente dès le premier numéro, il y a 3 ans maintenant, c'est les 3 ans de La Déferlante aussi ce soir, dans le cadre d'une rencontre... dans le cadre d'une rencontre avec la cinéaste Céline Sciamma. Bonsoir Annie Ernaux. Bonsoir. Alors, on va échanger pendant 1 heure. On est déjà un peu en retard et j'ai déjà oublié mon téléphone. Mais ensuite, un micro circulera dans l'Assemblée pour recueillir les questions que vous, public, souhaiterez poser à nos invités. Alors, pour commencer, je vais vous demander évidemment peut-être une première réaction à chaud sur ce vote d'hier au Sénat, peut-être en commençant par vous, Annie Ernaux. Écoutez, ça a été vraiment une surprise à moitié. À moitié, parce que je sentais quand même que les choses avaient beaucoup évolué ces 10 dernières années et qu'il était peut-être possible qu'on arrive enfin à cette chose qui est extraordinaire quand même, voilà, je trouve, à laquelle on n'osait pas espérer tout de même que ça se fasse de cette façon qui est apparu comme simple, mais je crois que ce n'était pas simple du tout. Vous allez en parler, j'imagine. Et pour moi, je veux dire, en venant ici, je me disais, oh là là, mais moi, en 64, je cherchais partout une femme qui veuille bien me mettre une sonde dans le ventre et pour avorter. Et là, je veux dire, dans la Constitution, l'IVG est admise, pas admise, elle est un droit. Non, c'est pas le droit. La liberté garantie. Sarah Desrochers nous en parlera. Oui, je sais que, bon, si j'aurais préféré que ce soit droit. Mais bon, voilà. Une liberté garantie. Et je me disais que c'était vraiment, il avait fallu attendre quand même tout ce temps. 60 ans. Vous vous rendez compte, 60 ans. Voilà, c'est vous vivez ça joyeusement, mais imaginez les femmes qui ont subi ça jusqu'en 71, 72, même on pourrait dire 75, parce que malheureusement il y a eu des femmes qui sont mortes encore avant 75, entre 70 et 75. Donc voilà, c'est quand même le début, parce que moi je dis c'est le début. C'est pas une fin. C'est le début quelque chose de nouveau, mais sur lequel il va falloir encore et toujours lutter. Et notamment pour l'application de ce droit. Voilà. Je vais pas... Mounia, peut-être ? Mounia El-Kotni. Je suis pas rabat-joie. Vous avez le droit. Mais en fait, bon, dans mon travail, je critique, j'analyse. Et en fait, moi, bien évidemment, j'étais extrêmement émue. Enfin, le fait, encore là, d'en parler m'émeut profondément. Mais ce mot liberté, je trouve qu'il montre bien cette différence. J'ai fait
une partie de mon travail au Mexique, dans le sud du Chiapas, où il y a les zapatistes de thèse qui luttent pour l'autonomie et vraiment qui parlent de droits en pratique, en fait. Et j'ai travaillé dans la thèse sur la question de que sont des droits inscrits si on ne peut pas les mettre en pratique. Et donc, bien sûr que je vous rejoins sur ce n'est que le début et il faut continuer pour à la fois améliorer certaines formulations, mais aussi s'assurer qu'en pratique, ce soit vraiment un droit. Sarah Durocher. Moi, j'étais avec les sénatrices et sénateurs en tribune. Moi, j'y croyais pas. Alors, tout le monde me disait, et une des sénatrices qui est présente dans la salle me disait, Mélanie Vogel me disait... me disait, si, ça va passer. J'essaie d'avoir le regard, si. Et Mathilde Panot, pareil, me dit, mais si, ça va passer. Bon, moi, ce que je peux en dire, c'est que c'est pas une lutte qui date d'il y a 2 ans. Ça a été un des arguments qui a été donné. Moi, j'ai essayé de trouver, et peut-être Annie, vous l'avez, la date de quand est-ce que les féministes ont cherché à constitutionnaliser l'avortement. J'ai l'impression que personne ne me répond, mais j'ai l'impression que, en tout cas, il y avait quelque chose autour de, on sait que c'est fragile, on sait qu'il faut absolument avancer sur ce droit-là, ne jamais restreindre, mais toujours avancer, jamais stagner. Et je crois que l'entrée de l'avortement dans la Constitution, c'est vraiment ça. Alors moi, je suis quelqu'un où je veux que ça soit marqué. Donc tant qu'il n'y aura pas le vote du Congrès, voilà, je crois que je n'y croirai pas. Et par contre, ça a été un compromis. Ça a été un compromis de la part des associations, de la part des parlementaires. Je le redis ici, c'était pas l'écriture qu'on voulait pour le mot liberté droit, sur le mot garantie qui est pas placé au même endroit. En même temps, je ne suis pas juriste. Voilà. Et puis le mot sur le fait que ça soit pas inclusif et qu'il y ait le mot femme qui apparaisse, ça a été des longues réflexions. Avec les parlementaires, avec les associations. C'est un travail de 2 ans qui a été compliqué. Je trouve qu'il y a eu vraiment une mobilisation collective. Et moi, ce que je trouve là-dedans, et j'en ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'en fait, on a gagné. On a gagné une culture, en tout cas, il y a 80% des Françaises et des Français qui étaient d'accord de faire rentrer l'avortement dans la Constitution. On ne les a pas lâchés. Il y a une mobilisation gigantesque. Nous, par exemple, le planning, on avait fait une plateforme pour interpeller les sénatrices et sénateurs. Il y a eu 15 000 envois. Il y a eu une vraie mobilisation. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que ce n'est pas juste une victoire, en fait, des parlementaires, des associations, mais vraiment d'une société qui dit que plus jamais on remettra en cause ce droit-là. Alors, il sera remis en cause, je vous l'assure, sur plein de choses, et il est remis en cause de manière très régulière. Mais en fait, je pense qu'il va falloir qu'on apprécie cette victoire et qu'on leur a foutu une sacrée défaite quand même. Voilà. Alors, vous l'avez dit, Annie Ernaux, c'est une loi qui vient de loin. Dans l'événement, vous racontez, la narratrice de 1964 raconte qu'au contraire, cette loi qui prohibe à l'époque l'IVG, elle était partout, elle est inscrite dans les corps. Vous dites, on jugeait par rapport à la loi, on ne jugeait pas la loi. Comment est-ce que vous avez vécu dans les années qui ont suivi les mobilisations féministes qui sont montées dans les années 70 et puis la promulgation de la loi Veil? Vous aviez alors 10 ans après votre avortement? Alors, il est certain que dès que le moment où je me suis dit « Ah !» il se passe quelque chose et quelque chose va arriver, c'est évidemment les 343 salopes. Voilà, c'est dans le Nouvel Observateur, c'est ça, elles se sont appelées comme ça. Oui, il faut expliquer. Les hommes les ont appelées comme ça. C'est les hommes qui les ont appelées. C'est Charlie Hebdo qui a donné ce joli nom. Oui. Donc, je ne vais pas faire ici l'histoire de cette tribune, cette pétition plutôt, des femmes connues. Alors, moi, j'en étais pas. J'étais prof dans un collège. Je n'étais pas à Paris non plus. C'est effectivement 343 femmes, dont Simone de Beauvoir, par exemple. Jeanne Moreau, je crois. Delphine Seyrig. Ah oui, voilà. Alors ça, Delphine Seyrig, bien sûr, qui a été même une inspiratrice avec Simone de Beauvoir. Bon, et donc à ce moment-là, lorsque ça éclate, mais il faut imaginer,
Je veux dire, c'est une révolution en France. Hein. C'est une révolution. Et dans le milieu des femmes, c'est-à-dire les femmes comme moi qui sont profs, immédiatement, elles se rassemblent, elles décident effectivement soit de rejoindre une liste, par exemple. Il y a eu des listes comme ça, et puis surtout, on va commencer à s'unir et à obtenir la liberté de l'avortement. Ça va durer, ça c'est en 71, et bien pendant toutes ces années 60, de 71 à 74, ce sont des années de lutte, et notamment avec le MLAC, le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception. Il y a un film qui s'appelle Histoire d'art, qui montre des avortements. La société est en ébullition avec ça. C'est très très fort parce que. Alors, évidemment, il y a des opposants. Alors, ils sont la grosse majorité. On pourrait dire presque tous les médecins. Je pense que effectivement, mais je ne veux pas être trop longue, mais pour dire que effectivement, on vient à cette époque-là, on vient de loin et on prononce quand même le mot avortement, ce mot qui ne se disait qu'à voix basse, et pas jamais, parce que c'était la loi, de changer la loi. Et comme quoi, tout est dans la loi, effectivement. Voilà. J'insiste parce qu'on pourrait parler aussi d'autres lois, c'est pas le lieu, mais je veux dire que si on parle de loi pour l'immigration, c'est une loi. On est obligé de la suivre, hein, et on peut vous enfermer pour ça, et voilà. Sarah Durocher, alors un long chemin a été parcouru, et notamment une forme de consensus établi au moins en parole autour de l'IVG dans la société française. En 2022, un sondage IFOP donnait que 9 Français sur 10 prêts à inscrire cette IVG dans la Constitution. En quoi était-ce si important de mettre tant d'énergie dans finalement une loi symbolique? Est-ce que l'IVG est réellement menacée? Est-ce que vous le diriez comme ça? Ou bien est-ce qu'on peut dire non, c'est bon? Alors ça dépend des points de vue. En tout cas, juste peut-être dire que on l'a pas fait juste pour se faire plaisir, un passe-temps. Enfin, il y a eu des termes comme ça qui ont été utilisés. Quand on l'a fait, ça faisait écho aussi à toutes les femmes qui peuvent pas avorter, toutes les femmes qui ont perdu ce droit-là depuis des années. Et donc l'envie qu'on avait, c'était aussi de faire un écho positif, de donner une vraie victoire. Et vraiment, nous là, on est harcelés par le monde entier qui nous dit on vous regarde, c'est extraordinaire. L'avortement est dans la Constitution. Enfin, ça fait écho à des choses. Et je pense que ça, c'est aussi important de le dire. Après, le planning familial, moi je parle vraiment de là où je suis. Ça veut dire que nous, au quotidien, au planning familial, pour les personnes qui disent qu'il n'y a pas de menace d'accès sur l'avortement, je leur réponds que c'est faux. Une des premières choses, elle est très simple, c'est le fait qu'une femme ou une personne qui souhaite avorter, elle va taper « je suis enceinte, j'ai envie d'avorter », vous avez une chance sur 2 de tomber sur un site anti-choix, anti-droit, ou un site du gouvernement qui est à peu près bien fait, et un site, ou alors un site porté par le planning ou le planning familial. Juste, il ne faut pas sous-estimer ça, parce qu'en fait, il y a un manque d'éducation à la sexualité, un manque de connaître ses droits, et bien évidemment que vous pouvez vous retrouver dans cette situation-là. C'est les mêmes anti-choix, les mêmes anti-droits qui étaient dans la rue hier, qui étaient dans la rue au mois de janvier, et qui attaquent de manière très régulière les antennes du planning familial. C'est quand même de dire qu'ils sont bien présents. Et la deuxième chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a des femmes et des personnes qui souhaitent avorter, qui sont obligées de passer d'un département à un autre. Et juste pour vous dire, aujourd'hui, un avortement, c'est 3 rendez-vous. C'est quand même assez dingue.
Nous, on aimerait réduire ça. Il y a quelque chose autour d'une infantilisation du choix des femmes. Et on le sait, un parcours qui peut être très compliqué. Donc, vous souhaitez avorter, vous faites 80 km pour aller dans un autre département, vous revenez et vous refaites la même chose 3 fois. C'est ce qui se passe, c'est des réalités pour des femmes aujourd'hui en France. Ce n'est pas juste une situation, c'est des situations qui se multiplient et auxquelles nous, on interpelle au niveau, évidemment, les militantes du planning interpellent les agences régionales de santé, l'État autour de ça, et il n'y a pas de réponse aujourd'hui à ça. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment très, très concrètes. Et l'autre chose aussi, c'est que, en fait, et ça sera peut-être un sujet, c'est le sujet qu'on fera après sûrement, c'est le silence qu'il y a autour de l'avortement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça concerne une femme sur 3. Et nous, on est... Alors là, par exemple, en ce moment, c'est tout à fait le cas. On cherche des témoignages de femmes qui ont avorté. Alors, bon... Et en fait, on se retrouve dans la situation où, en fait, on se rend compte que les femmes et les personnes qui avortent n'osent pas prendre la parole publiquement. Ça pose des questions quand même sur le tabou autour de l'avortement. Et du coup, ces mêmes personnes qui ne parlent pas, elles dénoncent pas pour autant le parcours parfois de ce qu'elles vivent dans les difficultés. Alors moi, le plus souvent, je leur dis, écoutez, c'est une femme sur 3, c'est une femme sur 3 dans vos rédactions. Donc allez voir d'autres personnes, parce qu'il y a cette insistance en permanence de ça. Et je crois que... au-delà de quelques difficultés que j'ai pu vous dire, je peux vous assurer que c'est vraiment le parcours de la combattante selon là où vous habitez, selon le moment de l'année et selon aussi le fait par exemple de la méthode. Il y a 2 méthodes. Il y a une méthode par voie médicamenteuse et par voie d'aspiration. Il y a des femmes qui sont obligées de faire des IVG médicamenteux jusqu'à 12 semaines sans avoir le choix, et alors que c'est inscrit dans la loi. Donc c'est des batailles, mais on n'a pas vraiment le choix et on n'a pas forcément accès à ce droit tout le temps en France, ça c'est certain. Et on le rappelle dans le dossier de la déferlante qu'une femme sur 4 doit changer de département pour pouvoir avorter faute d'une offre d'accueil suffisante à proximité. Mounia El-Kotni, on en est justement à l'accès effectif, c'est-à-dire, ok, il y a la loi, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est justement l'un de vos axes à la fois de travail et de militantisme, la justice reproductive. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ? C'est un terme assez récent en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ? La justice reproductive, le nom en tant que tel a émergé aux États-Unis en 94, début des années 90, et il vient de femmes africaines-américaines, de femmes noires, qui en fait ne trouvaient pas dans la question des droits reproductifs. C'était suite à la conférence du Caire qui a eu lieu en 94, sur la contraception, sur les droits reproductifs, trouvaient que c'était trop limité de parler en termes de droits. Elles ne se reconnaissaient pas dans cette expérience. D'une part, parce que notamment la contraception qu'on connaît aujourd'hui a été aussi expérimentée sur des femmes racisées. C'est à Porto Rico qu'on a fait les premières pilules sans leur consentement, sans dire aux femmes ce qu'on testait. Donc il y a aussi cette histoire-là, comme souvent dans l'histoire de la médecine, d'expérimentation sur les corps de femmes pauvres et racisées. Et que la lutte pour la contraception portée par Margaret Sanger, notamment aux États-Unis, omettait totalement les femmes noires. Donc en fait, c'était une lutte de femmes blanches. Et quand je vous écoutais tout à l'heure parler de 73, 74 en France hexagonale, en fait, c'est vraiment à ce moment-là qu'à La Réunion, ça c'est les travaux de Myriam Paris, de Françoise Vergès, on empêchait les femmes d'avoir des enfants, on les stérilisait de force, on avortait de force des femmes. Donc vraiment ce 2 poids 2 mesures en fonction de qui porte cette demande-là, c'est un fil qu'on retrouve aujourd'hui, on en reparlera. Donc ce concept-là de justice reproductive part de ce constat-là. Et en fait, Loretta Ross, qui est une des fondatrices de ce mouvement, dit que c'est un concept très simple, mais qui est très difficile, hard as hell, de faire appliquer. Et donc, du coup, il y a 3 piliers. Donc, le premier, c'est pouvoir ne pas avoir d'enfants, donc accès à la contraception, à l'IVG. On pose aussi même la question de pourquoi faudrait-il un délai pour l'IVG. En fait, cette souveraineté de ces décisions. Le deuxième, c'est pouvoir avoir des enfants, donc le nombre d'enfants souhaités, accoucher dans des conditions décentes, accoucher à domicile. Enfin, vraiment cet accès aux enfants et que c'est pas des droits qui sont l'un contre l'autre, c'est qu'ils vont ensemble. Ce troisième pilier, c'est élever ces enfants et faire famille dans un environnement sain, non toxique. Donc là, à la fois la question de la pollution environnementale, où on sait que ce sont les populations les plus précarisées qui sont les plus exposées aux toxines environnementales.
Et souvent, ça se recoupe aussi avec la racialisation et aussi les violences policières et autres auxquelles font face ces personnes-là. Donc, la justice reproductive permet vraiment de penser cette articulation des luttes et part de ce constat-là de la race, en fait, l'expérience de femmes noires, et c'est très important, et s'élargit à l'intersection avec le handicap, les droits des personnes trans. Et aujourd'hui, c'était Women of Color sur le site dans les années 90. Et en fait, vraiment, ce mouvement-là aussi me plaît, et en tout cas m'intéresse, parce qu'il évolue, il englobe les nouvelles luttes. Et en fait, c'est vraiment ça. Dans la déferlante, il y a un entretien justement avec vous. Vous expliquez tout ça en détail lorsque c'est moi qui ai réalisé cet entretien avec vous. Ça ferait un peu bizarre sinon, quand on en a discuté. On a évoqué la difficulté qui est en même temps quelque chose de très stimulant de poser comme ça cet horizon de droits reproductifs, mais la façon comment dans le militantisme on parvient à faire converger et à articuler des revendications aussi diverses que l'accès sécurisé à la PMA, la lutte contre les violences gynécologiques et obstétricales, l'accès effectif à l'avortement, et puis la lutte contre les violences policières, les pollutions environnementales. Comment vous travaillez justement au moment où on commence à porter en France ce sujet, à travers notamment les collectifs auxquels vous appartenez? Oui, c'est l'occasion pour moi de nommer Johanna Soraya Benamrouche et Valouna Tolans qui sont dans la salle, avec qui on a co-rédigé une tribune à l'occasion de la fête des mères, donc la première en 2022, qui a été réactualisée en 2023, en fait en utilisant ce prisme de la justice reproductive pour se dire abolissons cette fête et en fait faisons-en une fête de lutte pour les droits des parents minorités de genre, les droits des mères, et du coup cette tribune qui est sur Mediapart permet en fait de faire ce panorama des luttes, et c'était je l'ai relu là avant de venir, et je trouvais ça déjà super de se dire qu'il y a toutes ces différentes luttes, et que c'est pas non plus je sais que Johanna Soraya notamment a beaucoup travaillé là-dessus, c'était pas l'idée de faire une liste, de dire il y a cette lutte là, il y a ça ici, en fait non, de voir quelles sont les connexions et comment est-ce qu'on peut en fait ensemble avancer dans une direction et être en soutien. Et on en parlait aussi tout à l'heure, la constitutionnalisation future de l'IVG, et aussi ce travail-là de rassemblement. Donc ça, c'est pour le pendant militant, et aussi avec des collègues chercheuses. On a monté un groupe de recherche sur la justice reproductive, avec moi, par exemple, qui ai travaillé sur les violences obstétricales, Louise Virol sur la santé trans, je vais nommer les autres du coup, Christelle Gomis, Rosa Matanza, Cara Quagliarello et Lucia Gentile, où on a chacune, on travaille sur la question de la santé reproductive, mais de nos prismes. Et je trouve que c'est ce concept-là qui arrive en France, qui est passé du militantisme à la recherche, permet justement non pas de faire un éparpillement et faudrait-il tout être sous ce même parapluie, mais en fait justement de pouvoir s'articuler et de voir que les droits de certaines personnes ne vont pas diminuer les droits des autres. Le droit à l'avortement ne diminue pas le droit à pouvoir accoucher dans des conditions dignes, sans violence gynécologique. Voilà. Comment, de votre côté, une association historique comme le Planning Familial, qui a presque 70 ans, comment on fait pour intégrer ces nouveaux axes de lutte et ces nouvelles coalitions à construire ? On est parti de loin quand même au niveau du planning familial. Je ne vais pas faire un historique parce que ça ne serait pas, mais je crois que la force du planning familial, déjà, c'est qu'on est une association de terrain. On soit presque 400 000 personnes. Et moi, j'aime bien dire que les gens viennent nous bouleverser, un petit peu nous bousculer surtout, sur des réalités qu'elles vivent concernant les droits sexuels et reproductifs. Et que quelque part, à un moment donné, quand on est dans l'accueil, dans l'écoute des personnes, à un moment donné, on n'a pas forcément les réponses, alors qu'on accueille les personnes et on va vers les personnes. Et je crois qu'on a eu un gros travail d'aller voir d'autres collectifs, d'autres associations, de se former aussi. C'est pas parce qu'on est féministe qu'on sait tout. Et je pense qu'il y a vraiment eu ce travail-là. Et je pense aussi qu'il y a des personnes au sein du planning qui ont amené des questionnements, qui ont amené aussi
des connaissances, et puis vraiment une volonté du planning de se positionner comme un mouvement intersectionnel, d'essayer d'avancer là-dessus, évidemment. Et voilà, ça a été une des forces du planning. Au départ, au planning, par exemple, pour un exemple historique, on ne parlait jamais des violences faites aux femmes et les violences de genre. À un moment donné, quand vous recevez plein de femmes ou de personnes qui parlent de tests de grossesse et qui parlent d'avortement, et en fait, on ne pose pas la question sur les violences, mais les personnes vous en parlent. Je pense qu'à un moment donné, il y avait un besoin pour être dans un accueil inconditionnel des personnes et pour être dans un vrai accueil, en fait, de devoir se former, de devoir aussi faire des alliances. Voilà, et je pense que c'est vraiment un peu... alors, moi, ça fait longtemps que je suis au planning, mais je ne connais pas l'ensemble de l'histoire du planning. Mais je crois qu'à un moment donné, il a fallu qu'on soit bousculé. Et je pense que c'est vraiment les actions de terrain qui font qu'il y a une vraie envie de pouvoir permettre aux personnes d'y accéder. Et là, par exemple, on a des demandes dans les maisons de retraite sur les questions des violences sexuelles. Voilà, alors voilà, ça nous arrive comme ça. Et puis bon, ok, mais pourquoi ? On essaye de comprendre, on essaye d'avancer et puis de s'engager, pourquoi pas, puisqu'on est vraiment dans quelque chose autour de l'accueil et d'aller vers les personnes qui sont plus éloignées du droit. Mais je crois qu'une des forces des militantes du planning, comme plein d'autres, et des accueillantes, c'est d'aimer être bousculée et puis apprendre de la parole des personnes et aussi savoir s'allier à des nouveaux collectifs, à des collectifs qu'on ne voit pas forcément, mais voilà, qui font un travail extraordinaire. Et je crois qu'en effet, le planning a envie d'être allié de plein de choses et de plein de collectifs. Il y a quelque chose de crucial dans ce que vous dites sur la libération, l'importance de prendre au mot les femmes qui témoignent, les femmes qui parlent, d'écouter ce qu'elles disent. On vit une époque comme ça où il y a un peu plus peut-être d'écoute de leurs paroles et on touche à un point clé qui est vraiment celle des représentations, des récits, des images qui rendent l'IVG visible. Annie Ernaux, dans votre premier ouvrage, Les armoires vides, c'est vraiment vous commencez en littérature avec le récit de votre avortement, c'est les premières lignes, les premières pages, et vous dites « Il y a bien des prières pour toutes les occasions, les naissances, les mariages, l'agonie, on devrait trouver des morceaux choisis sur tout. » Puis un peu plus loin, vous dites « Les bouquins sont muets là-dessus, les bouquins sont muets sur l'avortement, il n'y a pas de représentation livresque. » Oui. Comment est-ce que ça part de ce vide-là de dire je vais commencer en écrivant là-dessus? Oui, en fait, il faut quand même que je précise que les armoires vides ne parlent pas que d'avortement. Oui. Voilà, c'est le cadre. Oui, mais ce qui est très important, c'est que je n'ai pas pu commencer d'écrire ce livre sans justement, j'avais essayé plusieurs possibilités d'écriture et ça a marché, ça a fonctionné à partir du moment où je me suis replongée dans l'attente que le fœtus parte et que donc la fausse couche se produise. Voilà, j'utilise les mots maintenant. C'est des mots qui étaient interdits, littéralement. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là et pourquoi j'écris là-dessus ? Évidemment, parce que, comme je l'écrirai plus tard, c'est l'événement. C'est l'événement. Ce que je voudrais dire ici, c'est que bien sûr, on peut décrire, c'est ce que je fais dans l'événement, décrire comment ça se passe. Et maintenant, ça apparaît comme quelque chose d'absolument fou et barbare. Ça, on peut le dire. Hein. C'est-à-dire se mettre une aiguille à tricoter, ça marche pas, on va vous mettre une sonde et c'est une femme que vous connaissez pas qui va vous faire ça et contre de l'argent. C'est une histoire de folle, mais qui existe encore dans le monde, il faut le savoir. Et là, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est que d'un seul coup, vous prenez une fille qui a 23 ans, qui fait des études, qui fréquente, je veux dire, qui va au cinéma, qui rencontre des garçons, qui flirte, comme on disait à l'époque. Bon, et puis se sort. D'un seul coup, elle n'a pas ses règles. Hein, pas ses règles. Et alors là, le monde s'arrête. C'est ça qu'il faut comprendre. Et pourquoi le monde s'arrête ? C'est que votre corps, le corps devient un piège. Pour les filles, pendant
je veux dire des décennies, des siècles certainement, le corps est le piège. Le corps féminin, c'est-à-dire qu'il va et vous allez quelque chose va grandir, vous ne le voulez pas, et que personne, je veux dire les hommes sont les grands absents, ils sont totalement absents, et vous devez vous débrouiller de ça. Et c'est d'un seul coup comme si vous n'étiez plus personne. C'est ce sentiment-là, et c'est, si vous voulez, je crois que c'est cette sorte de sentiment d'être... Et même vous n'êtes plus l'égale des autres filles. Vous n'êtes plus... Vous êtes en dehors. C'est ça qui est assez fou. Et donc, je veux dire, la loi Veil a mis fin à ça. Mais je voudrais quand même toujours, c'est que le corps des femmes, malheureusement, je crois que ça reste toujours un enjeu. Hein, on le voit partout. On le voit partout. Et voilà. Et c'est bon. J'aurais bien envie de remonter jusqu'à l'anthropologie, c'est-à-dire, par exemple, les travaux de Françoise Héritier, qui a une hypothèse que je trouve, pour moi, elle prouve beaucoup de choses, mais que les hommes sont aperçus d'abord qu'effectivement comment pouvaient se faire des enfants, mais ils se sont aperçus que les femmes pouvaient porter des filles, c'est-à-dire des semblables, elles reproduisaient exactement ce qu'elles étaient, mais elles faisaient aussi des hommes. Et évidemment, donc elles devenaient très importantes, et il fallait les protéger, il fallait les enfermer, enfin, les faire qu'elles n'aillent plus à la chasse, qu'elles s'occupent de l'intérieur, de la cueillette, etc. Et puis, évidemment, qu'elles appartiennent à un homme. Voilà. Et je pense qu'il y a là, avec la résistance si longtemps, et encore maintenant, hein, à l'avortement, à la liberté, que les femmes soient libres de leur corps et n'aient pas les enfants qu'elles ne veulent pas, eh bien, je pense que c'est insupportable encore, cette dépossession par des hommes du corps des femmes. Et c'est là où est toujours, si vous voulez, le risque d'une loi qui défasse ce qu'on a obtenu, c'est cette liberté du corps. Voilà. J'étais un petit peu longue, mais je pense que c'est important. Voilà. Cette dépossession que vous évoquez, c'est aussi une silenciation. Et Sarah, vous disiez tout à l'heure très justement à quel point il était encore difficile de parler, de dire simplement cette phrase, pourtant déjà dite en avril 71, « j'ai avorté ». Comment, au planning familial, vous travaillez à déstigmatiser cette parole, à normaliser l'acte de l'IVG, en tenant compte aussi de la singularité des vécus? On n'a pas inventé grand-chose. On est reparti... Enfin, une des choses que l'on fait sur le terrain, c'est l'accueil collectif, en fait, des personnes, des femmes qui vont être, par exemple, en demande d'avortement. Donc, c'est des femmes qui vont se retrouver avec un point commun, c'est qu'elles sont enceintes et qu'elles ne souhaitent pas garder cette grossesse. Et donc, l'objectif qu'on va avoir, c'est vraiment de créer du collectif, de déculpabiliser, de dire aussi ça arrive avec des âges très différents. Enfin, vraiment, c'est vraiment un peu aussi de démédicaliser l'avortement et plutôt de mettre des mots et des paroles autour de ça. Et dans certains collectifs, par exemple, il y a des femmes qui reviennent pour témoigner de ce qu'elles ont vécu, pour vraiment, si elles le souhaitent, bien sûr, il n'y a rien d'obligatoire, mais vraiment un peu de partager cette culture collective et de faire en sorte que l'avortement est politique, et bien évidemment que la parole des personnes et des femmes se partage dans ces groupes-là. Nous, on pense en tout cas que ce silence qu'on entend, ça veut dire que nous, on entend les femmes dans leur parcours, parfois dans leurs doutes, dans les difficultés qu'elles peuvent avoir. Nous, on les entend, mais quand nous, on le dit,
on nous croit pas beaucoup, parce qu'on nous dit ah oui c'est les féministes, vous exagérez tout le temps. Enfin il y a vraiment quelque chose de ça. On l'a entendu sur oh, non mais bon finalement il n'y a pas trop de difficultés. Elle casse l'ambiance. Voilà. Et donc enfin en tout cas je pense que enfin, on croit à la parole collective, on croit à la force collective, et je crois qu'une des étapes, et ça serait peut-être quelque chose autour des 50 ans de la loi Veil, puisque au mois de janvier prochain, ça sera les 50 ans. Je crois qu'il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est le tabou autour de l'avortement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire bouger. Si Annie, vous avez des idées pour faire bouger les choses, je suis super preneuse. Mais en tout cas, je crois qu'il y a vraiment un défi autour de ça. Et on en parlait avec d'autres féministes de d'autres pays. On voit qu'en fait, ça se répète en permanence. Voilà, dans les différentes sociétés, même là où c'est légal. Mais allez-y, parce que... Voilà. Non, c'est ça, parce que quand le livre L'événement est sorti en 2000, j'ai eu effectivement des femmes qui ont avorté à l'IVG, mais c'était absolument tabou. C'était tabou. Et il y avait ce silence qu'on pouvait remarquer, et ce silence sur ce qui était donc l'avortement clandestin se reproduisait sur l'avortement légal possible. Absolument. Et personne, il n'y avait jamais aucune femme qui pouvait dire j'ai été absente parce que j'ai avorté au travail. Non. Et alors, toujours des excuses, enfin toujours, voilà. Toujours ça. Et oui, on constatait ça il y a 20 ans, il y a un peu plus de 20 ans, et ça se reproduit. Moi, j'ai vu des films faits, je ne peux pas vous dire le nom, mais des films qui n'ont pas eu grand succès peut-être, mais de femmes qui témoignaient il y a quelques années. Mais on a l'impression que ça imprime pas, si on peut dire. Oui, voilà. Mais il y a eu le film aussi de Claire Simon sur les bureaux de Dieu. Je ne sais pas, vous le connaissez, sur le planning familial de Grenoble. Bon, je ne sais pas, vous en... Quelqu'un connaît. Voilà. Mais je ne sais pas si c'était la bonne méthode de prendre des gens connus pour faire représentants. C'est ça la question, quoi. Voilà. Bon, mais ça c'est un détail. Mais il faudrait ce silence-là, effectivement. Mais c'est donc que c'est toujours quelque part interdit dans les têtes, quelque part. Juste après, je laisse. Il y a un documentaire qui s'appelle Regarde, elle a les yeux ouverts, qui présente des situations d'accouchement, d'avortement, de manière collective. Et à la fin, il y a une scène qui a été reprise dans le film d'Annie Colère, qui a été refait derrière. C'est à un moment donné, donc c'est voté, et tout d'un coup, il y a une inquiétude à se dire les femmes vont se retrouver toutes seules à l'hôpital. Alors, il y a la question du pouvoir médical, bien évidemment. Mais en fait, il y avait quelque chose autour. Moi, je suis vachement marquée là-dessus. C'est on va être toute seule dans une chambre à l'hôpital. Et voilà, je trouve que aussi, c'est aussi comment la médicalisation a peut-être cassé cette force du collectif, même si ça a aidé à que les femmes ne meurent plus, clairement. Mais je pense qu'il y a quelque chose autour de ça, quand même, de nous avoir un peu divisés sur ce genre de choses. On va revenir sur la démédicalisation. Je voudrais juste, Monia El-Kotni, que vous nous racontiez, vous aussi, donc pour la réalisation du manuel de santé féministe Notre corps, nous-mêmes, vous êtes partie du témoignage et des récits de femmes. Vous en avez recueilli plus de 400. Alors, femmes cisgenres, personnes non-binaires, personnes trans. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment a été réalisé ce projet phénoménal et comment on construit un récit, un manuel à partir de ça ? Donc j'ai amené la version française de 77. Donc notre travail collectif s'inscrit vraiment dans la continuité du collectif américain Our Bodies Ourselves et de la traduction française Notre corps nous-mêmes, donc des années 70, qui partait du constat que la transmission sur les savoirs liés au corps ne passait pas de mère en fille, de génération en génération, et que les médecins sont venus aussi remplir ce rôle de ok, première visite chez le gynéco à 14 ans, pilule, c'est bon. Et du coup,
après, combien d'années, 30 ans, 40 ans plus tard, on s'est réunis en collectif et on faisait un peu ce constat-là aussi, en se disant, il y a eu le livre, maintenant il y a les médecins, mais est-ce qu'il y a vraiment cette parole autour du corps ? Est-ce qu'on parle des menstruations, de l'accouchement, de l'avortement, des violences sexuelles ? Très peu. Et donc, ce livre, on a travaillé 3 ans en collectif pour justement partir de témoignages. C'est un manuel parce qu'il y a des informations pratiques. Moi, j'étais plutôt sur les chapitres contraception. Avoir un enfant ou pas, et du coup c'était donc sur la contraception, mais efficacité des contraceptifs, comment ça fonctionne, mais aussi des témoignages. Moi, la pilule c'est formidable, moi pas du tout, j'ai arrêté. Enfin, essayer d'avoir une diversité d'expériences et de témoignages pour avoir des informations et se dire ok, tous mes choix, mes réflexions, même sur l'apparence physique, enfin sur utiliser du maquillage ou pas, enfin sur tout ça, c'était vraiment valoriser des expériences. Et pour moi, ce livre, c'est des centaines de voix, en fait, c'est une compagnie et à chaque fois qu'on le présente, on continue aussi à avoir des personnes qui témoignent de leur vécu. Et du coup, notamment sur la question de l'avortement, c'est moi qui ai animé le groupe de parole. Et en vous entendant, je me suis rappelé, il y a une dizaine d'années, il y avait des stickers, en tout cas que j'ai vus à Paris, j'ai avorté, je vais bien. Et du coup... je me disais qu'il y a ce récit-là qui prend le contrepoids de c'est un drame, etc. Mais qu'il nous manque toute cette nuance-là. Pauline Armand, j'en parle dans son livre, de se dire c'était un choix, c'était une décision, mais quand même, ça provoque des sentiments ambivalents. Et du coup, dans ce groupe de parole-là, il y avait... toute cette diversité d'expériences, d'âge, de vécu de ces femmes-là, certains avec des violences, d'autres qui ont dit c'était pour le coup un non-événement aussi parfois. Et donc c'est tout ce travail-là aussi permet de continuer à discuter. Et donc quand on l'a présenté notamment dans un endroit où il y a un seul hôpital et une gynéco où la personne nous a dit je vous raconte ça, j'en ai jamais parlé. J'ai appelé et on m'a dit oui, pour un avortement, rendez-vous dans 6 mois. Voilà. Donc, du coup, ces barrières et ces obstacles-là, et le chiffre-là dans le numéro, 1 femme sur 4 qui sort du département, des femmes qui vont encore en Espagne, ailleurs, pour l'IVG, c'est encore la réalité aujourd'hui. Et je vais peut-être m'arrêter là sur notre travail, mais chose importante, sur le site de Notre Corps Nous-mêmes, il y a 2 cahiers qui sont en libre téléchargement, un cahier anatomique et un cahier Les règles de la ménopause. Et les dessins effectués par notre co-autrice Naïke Deken sont en libre accès. Donc on essaye aussi de le faire circuler ainsi. Tout ce que vous racontez, ça dit comment les femmes s'autonomisent, notamment par rapport aux institutions médicales. Il se noue quelque chose d'assez complexe dans le rapport au pouvoir médical dans l'IVG en France, qui de fait était remis sous la tutelle médicale avec la loi de 75 qui ne donne qu'aux médecins la possibilité et maintenant aux soignantes également de pratiquer une IVG. Annie Ernaux, dans l'événement, les médecins s'illustrent vraiment soit au mieux par leur lâcheté, au pire par leur duperie. Comment ça a marqué votre vie de femme, ce manque de soins, littéralement ? Ça vous plongez dans l'intime. Je ne veux pas être intrusive. Non, mais et c'est-à-dire que il se trouve que donc j'ai avorté clandestinement en 64 et ensuite assez rapidement j'ai été enceinte, j'ai eu affaire effectivement donc à des médecins accoucheurs. Et alors la première chose, c'est d'abord que j'ai caché l'avortement au médecin accoucheur, c'était dans une autre ville. Bon, donc je l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. J'ai eu ensuite à nouveau enceinte et une fausse couche. Et donc voilà. Bon, je toujours rien dit. Voilà. Et en fait,
parlerai jamais à un médecin de ce que mon corps avait subi. Non, c'est après, justement, quand le mouvement des femmes va, que j'en parlerai, que je le dirai à ce moment-là, et donc au gynécologue que je consulterai. Voilà, donc c'est vous dire comment ça restait, c'était impossible de dire. Alors le pouvoir, oui, les médecins, moi j'ai quand même de très bons pas bon souvenir quoi des médecins, sauf alors celui qui m'a quand même donné des antibiotiques et qui a fait que je n'ai pas eu d'infection dont j'aurais pu mourir, comme beaucoup de femmes sont mortes. C'est bien sûr, je lui suis reconnaissante de ça, mais j'ai quitté la ville, Rouen. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai publié l'événement, donc en 2000, je suis allée à Rouen dans une librairie et j'ai parlé donc de ce texte. Il faut dire qu'il n'y avait pas énormément de monde en 2000 pour l'événement, voilà. Et puis à la fin, il y a un homme qui était au fond. Je m'étais dit, et c'était lui, le médecin, ouais, qui venait. Et qui a donc effectivement le docteur N, voilà, docteur Nobécourt, et donc il a regardé l'assistance et puis il a tenu à se justifier, voilà. Alors pourquoi il n'avait pas été plus, il avait donné des antibiotiques, mais il n'avait pas agi. Et alors, quelle a été sa justification? C'est intéressant. C'est que on avait juste au moment où donc je suis allée le voir, on avait découvert comment faire entendre les battements de cœur du fœtus, et que ça avait été là. Justement, c'était pour montrer que l'enfant était déjà là. C'était donc voilà, c'était un peu alambiqué sur l'affaire, mais voilà. Donc pas du tout. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc oui, pour répondre, je n'ai pas plus de choses à vous dire là-dessus. Mais il y a quand même quelque chose une chose à laquelle je pensais en vous écoutant. C'est tout de même, si l'avortement, donc si les femmes sont dans le silence, c'est que tout simplement, c'est quand elles sont avec des hommes, quand elles sont des compagnons, des maris, quelle part il prend, c'est-à-dire est-ce qu'il est présent quand ça pour le voilà, et il y a des questions qui se posent. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que ce n'est pas? On ne peut pas non plus tenir à l'écart les hommes puisque c'est eux qui en plus voilà, je vois, ça me paraît, si vous voulez, parce que moi j'ai eu tellement de réactions avec l'événement. C'est-à-dire que là, je raconte tout, là, voilà. Et que des hommes me disant mais on n'imaginait pas que c'était comme ça. Voilà. Et d'autre part, j'ai eu une autre réflexion, et c'est incroyable, c'est que un prof masculin me dit mais j'étais très très bouleversée par votre livre parce que j'ai calculé, ça aurait pu être moi. mais oui, mais c'est ça. Donc là, mais ça va très loin, ça. C'est-à-dire que d'après sa date de naissance, oui, il aurait pu ne pas exister. Et alors, mais je crois que ça touche là quand même quelque chose de...
Je ne sais pas comment rebondir. Peut-être juste, et puis après on va prendre les questions du public. Comment se pose la question peut-être de la démédicalisation, comment on reprend notamment les revendications portées par certaines du MLAC jusque dans les années 80, à savoir que les femmes auto-avortent, l'autonomie abortive. Comment on peut la défendre sans qu'elle soit non plus récupérée politiquement pour justifier la casse de services publics dont on est assez coutumière. Est-ce que vous pouvez peut-être dire un mot là-dessus, Mounia et Sarah ? Je reparte de notre corps nous-mêmes, où en fait on a aussi eu des discussions sur ce sujet-là, souvent poser aussi ces questions par des médecins. En fait, ce livre-là, il est là pour nous donner des informations. Enfin voilà, tous ces mouvements-là, le self-help, l'auto-avortement, c'est pour se sentir plus forte. En fait, ce livre, il est pour ça. Il est pour qu'on puisse avoir des informations et arriver en consultation quand on en a besoin avec des questions et dire ok, je pense. Et ça marche pas trop dans le monde médical. Se mettre à égalité avec les soignants et soignantes, c'est pas encore acquis. Et effectivement, ce que je vois, ce que j'ai pu voir notamment dans ma thèse autour des politiques de santé maternelle au Mexique, c'est une récupération de la médecine. C'est de dire ok, soit on dit ça, c'est complètement interdit, ou bien c'est autorisé sous conditions. Par exemple, les sages-femmes dans le sud du Mexique, elles font ce qu'on appelle une version céphalique externe. Elles font tourner le bébé pour le mettre dans la bonne position. Donc elles font des massages. Et donc ça a été longtemps, même par l'Organisation mondiale de la santé, interdit. Puis si quand même ça aide, oui, non. Et en fait, sur le terrain, quand je faisais ma thèse, un médecin m'a dit ok, mais elles ont le droit de le faire, mais dans un hôpital avec un monito-fœtal sous la surveillance des médecins. Et en fait, pour moi, cet exemple-là illustre vraiment ce que peuvent devenir des libertés lorsqu'elles elles sont sous un contrôle médical. Et la médecine vraiment phagocyte un peu toutes ces technologies. Donc c'est toujours quelque chose d'équilibriste de se dire oui, la lutte pour les droits, oui, l'accès à la santé, et en même temps garder cette autonomie sur les corps. Donc c'est vraiment un jeu d'équilibriste. Sarah, est-ce que vous voulez ajouter un mot ? Juste en 2 mots, c'est vrai que, par exemple, nous, au planning familial, on voit l'importance par exemple, d'expliquer dans une IVG médicamenteuse le premier comprimé, qu'est-ce qu'il va faire, le deuxième comprimé, qu'est-ce qu'il va faire, de donner du temps. Il y a des personnes qui viennent nous voir et qui nous disent non mais moi j'ai pas besoin d'en parler, donc ok, pas de souci. Enfin voilà, il y a vraiment des situations hyper différentes. Et en fait dans le parcours de ce qu'on voit ou de ce qu'on peut entendre de la part des femmes, en tout cas, une des difficultés du parcours, c'est la rencontre avec des professionnels de santé qui parfois ont pu être jugeants, moralisateurs. Écouter un battement, ça existe encore. Pas qu'en Hongrie, puisque actuellement c'est vraiment la situation, mais en tout cas on voit que c'est quelque chose qui existe encore. Et donc bien évidemment que ça s'interroge de comment est-ce qu'on pourrait s'auto-organiser finalement pour pratiquer ces avortements, puisque de toute façon il n'y a plus de médecins, ils sont en train de fermer tous les centres IVG, tous les hôpitaux de proximité. Donc nous on mène cette bataille-là parce qu'on pense que le service public doit mener ça. Mais bien évidemment qu'il y a ces interrogations-là. Et en fait, on le voit quand l'avortement est restreint. Par exemple, en Pologne, on a rencontré des femmes polonaises qui nous ont expliqué que finalement, en Pologne actuellement, la plupart des avortements se font en dehors de l'hôpital. Ça veut dire qu'il y a une auto-organisation qui s'est faite. Ça ne veut pas dire que c'est satisfaisant. Mais par contre, juste de connaître son corps, d'avoir des informations, de savoir ce qui va se passer quand on prend un premier comprimé, un deuxième comprimé. Parce que, étant donné qu'il y a énormément de désinformation, vous tapez avortement dans les réseaux sociaux, il y a la Fondation des femmes qui a sorti un rapport sur comment les anti-choix avaient investi les réseaux sociaux. Évidemment que vous êtes dans une situation d'avortement, les témoignages sont assez alarmants. Et voilà. Mais je pense que vraiment, il y a cette question aussi de connaître son corps. Mais voilà, il est super. Hein, mais en tout cas, il y a quelque chose à se réapproprier, ça c'est certain. Et peut-être de faire
de faire bouger un peu les médecins. Et on a des médecins alliés aussi, il faut le dire, et des sages-femmes alliées qui veulent aussi changer cette culture-là et qui aiment bien eux aussi être bousculés. Mais ce n'est pas le cas en permanence, ça c'est certain. Merci à vous, Sarah, pour cette conclusion provisoire. On va maintenant recueillir des questions dans la salle. Vous pouvez lever la main et puis on vous donnera des micros. Marie et Lucie circulent avec des micros et des t-shirts. Donc c'est vers elles qu'il faut lever la main. Voilà. Pour vous rendre visible. Déjà pour commencer, merci pour tous les échanges. Je vais reprendre une phrase que vous avez dit, Annie Ernaux, sur... Est-ce que peut-être vous pouvez vous lever parce qu'avec je suis dans le fond, c'est sombre. Ah d'accord, je suis debout, malheureusement. Ah pardon. Autant pour moi, on voit vraiment rien. Vous avez parlé à un moment du fait que ça pouvait être un non-événement. Donc, je vais essayer d'être rapide. C'est à la fois un partage et en même temps une question. J'ai grandi dans une campagne où ma grand-mère, j'ai été la première assez proche d'elle pour savoir qu'elle avait fait une fausse couche. Ce n'était pas du tout un avortement, mais c'était une fausse couche. Et pour elle, c'était un non-événement. Elle n'a apporté aucune importance à ce fait-là. D'ailleurs, elle a même des regrets vis-à-vis de ça parce que, à l'époque, son mari, c'est parce qu'elle était enceinte qu'elle a dû l'épouser. Donc, bref. Mais c'est justement sur cette question de en faire un non-événement, à quel point pour des personnes... pour nous, aujourd'hui, je pense que moi, je n'aurais pas de soucis. Ça m'est arrivé, j'ai aucun souci à parler avec mes amis proches de ce qui m'est arrivé. Par contre, je sais qu'avec ma grand-mère, justement, je suis la seule à qui elle a pu parler de cette expérience qui n'était même pas un avortement, qui était juste une fausse couche. Mais c'est qu'avec moi, parce que moi je lui ai parlé de mon expérience, qu'elle a pu me dire qu'elle avait fait cette fausse couche et qu'elle n'accordait aucune importance. Donc ma mère, qui est arrivée juste après, ne sait toujours pas que ma grand-mère a eu une fausse couche juste avant, parce que c'est un regret et Enfin, vous en avez parlé, justement, juste de peut-être éclairer encore un peu plus à quel point ça peut être un non-événement, à quel point il y a des gens qui sont OK sur le fait qu'on ne va pas y accorder tant d'importance que ça, c'est quelque chose qu'on vit et qu'on ne souhaite pas non plus s'étaler sur ça, et ça nous paraît OK, et moi je sais que je l'ai vécu aussi, et je peux en parler avec mes amis, mais ce n'est pas un événement qui compte dans ma vie. Si je peux répondre là, c'est-à-dire que c'est très très différent de faire. On peut effectivement avoir du regret de faire une fausse couche naturelle. Mais moi, pourquoi c'est un événement, c'est-à-dire quelque chose qui fait que ça n'était plus pareil après et avant, c'est que moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas avoir un enfant. C'était j'allais dire, c'est ce qui m'arrive, c'est ce qui arrive et pour lequel il n'y avait pas de solution, qu'il n'y avait rien. Et que c'était la débrouille, et que tout ce que j'ai traversé, que beaucoup de femmes ont traversé, c'était comme moi je pense que c'est quelque chose qui relève de la sauvagerie littéralement, parce que vous mettez votre vie en jeu là, mais instantanément. Donc on ne peut pas comparer ce qui arrive et qui moi je ne parle, je veux dire, je parlerai jamais de cette fausse couche naturelle, parce que tout simplement, je n'avais pas, sans doute que je n'avais pas investi. Je n'avais pas investi énormément sur cet enfant qui n'était pas non plus, qui n'était pas voulu non plus. Hein, je précise, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être une autre question
puis... Bonjour. Merci beaucoup pour cette table ronde et ces échanges. Moi, j'avais une question qui est peut-être un peu technique pour vous, Sarah Durocher. Tout à l'heure, on se demandait si l'IVG était menacée. Et moi, je voulais parler des pénuries de misoprostol. Donc, le misoprostol, c'est l'une des molécules qui est utilisée pour les avortements médicamenteuses. Il y a eu une pénurie en 2023. Il y en a eu une pendant le Covid. Il n'y a pas de production en France. Et ce n'est pas une molécule qui est inscrite sur la liste des molécules essentielles par le gouvernement français. Et du coup, moi, je voulais savoir si, pour vous, ces pénuries, ça avait été plutôt un événement ponctuel et accidentel ou si c'était plutôt un vrai risque structurel. Et surtout, comment on fait pour travailler là-dessus? Et est-ce que vous connaissez des gens qui travaillent là-dessus et on peut aller les aider ou faire des choses ensemble? Voilà. Bon, alors. Je vais pas. Je sais pas si je vais pouvoir complètement répondre à la question. Une des choses qu'on s'est dit en tout cas, c'est qu'il y avait en effet ces pénuries de médicaments et qui pour nous s'inscrivaient vraiment dans une continuité de menaces potentielles. Nous, on avait été alertés très tôt. Voilà, il y avait des rumeurs de pénurie. On a été alertés directement par des personnes en fait qui nous disaient mais en fait on n'a pas les médicaments. Donc il a quand même fallu qu'on fasse venir d'Italie. Mais étant donné qu'en Italie, vous savez la situation sur l'avortement, mais c'est horrible. Mais on a pu faire venir en fait des médicaments. Nous, évidemment que pour nous, ça s'inscrit là-dedans. Je sais qu'il y a des personnes qui travaillent. On travaille beaucoup avec l'Observatoire du médicament, qui se mobilise énormément, pas seulement sur la question des médicaments sur l'IVG, mais aussi sur les traitements hormonaux, par exemple, également sur les questions de contraception. Donc en fait, nous, on l'inscrit dans un plaidoyer beaucoup plus global où, comme par hasard, c'est ces médicaments qui sont attaqués aujourd'hui. Voilà, moi en tout cas, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais c'est quelque chose, en tout cas, l'Observatoire, on travaille le planning avec l'Observatoire du médicament, parce qu'en effet, on voit qu'il y a des pénuries qui sont comme par hasard. Nous, on n'a pas envie de croire que c'est un hasard, et bien évidemment que ça fait partie des alertes voilà, que nous avons de manière très régulière. Mais on n'a pas de réponse du gouvernement, par contre. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette table ronde. C'était génial de vous entendre toutes les trois. Sarah Durocher, tout à l'heure, vous parliez du fait qu'en Pologne, que vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de délocaliser les avortements à la maison. J'imagine que vous parlez d'avortement par respiration ou alors avec les pilules. Et que ça s'est fait relativement rapidement, que c'est des choses qui pouvaient être mises en place parce que c'est des savoirs qu'on a. C'est une question que j'ai pour vous trois, mais est-ce que vous pensez que c'est des modèles qui pourraient coexister avec le modèle médical, que si une personne a envie d'avorter chez elle en utilisant des méthodes traditionnelles comme les méthodes par les plantes ou alors à l'aspiration à la maison comme on faisait au MLAC, parce que c'est mieux, c'est la méthode qu'elle préfère, est-ce que vous pensez qu'elle devrait en avoir le droit aussi? Merci pour cette question. Non, mais qui permet en fait vraiment et c'est vrai que du coup ça me permet de mettre ce mot de communauté. Et je pense que c'était important, et dans l'exemple aussi de la Pologne, tu as souligné que c'était ensemble et c'était pas isolé. Et ça, c'est très important. C'est notamment dans la justice reproductive, la notion de communauté est très importante dans le troisième pilier environnement élevé de nos enfants, mais pas que en fait. Et ces savoirs-là, c'est effectivement pas la même chose de dire voilà une pilule, rentrez chez vous et c'est la seule option que vous avez, et le faire de plus en plus et de plus en plus tard, que en fait de proposer et de le faire parce qu'on est bien et de dire ce serait bien qu'il y ait quelqu'un avec vous, de remettre cette question de communauté. Je pense que c'est ça qui permettra de vraiment faire tenir ces droits-là. C'est pas l'isolement, donc je réponds peut-être un petit peu à côté, mais en tout cas moi c'est ma perspective là-dessus. Alors moi il me vient une idée, c'est que lorsque j'ai eu mes enfants, j'ai participé à des séances d'accouchement sans douleur.
Alors, ça n'existe plus maintenant, je crois. Si, un petit peu encore. Voilà. Et donc, on allait chez une sage-femme, celle qui nous accoucherait, et on était plusieurs femmes. Et voilà. Et moi, je garde le souvenir de ça. Est-ce que pour les IVG, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer justement ces sortes de collectifs, voilà. En fait, c'est ce qu'on essaye de faire. Parce que, évidemment, que dans certains hôpitaux, les femmes sont en collectif, mais pas pour des bonnes raisons. C'est simplement qu'ils sont 5 avec un toilette pour avorter. Enfin, c'est le genre de situation que l'on peut voir. Et nous, vraiment, on essaye, mais on n'est pas habitué à cette culture du collectif. Enfin, il y a des personnes, vraiment, nous, on donne évidemment le choix aux personnes, mais le plus souvent selon les associations, mais en fait on essaye de partager le fait que ces enjeux autour du corps des femmes, c'est des enjeux qui sont politiques, c'est des enjeux qui sont collectifs aussi. Et donc au niveau de l'accueil sur l'avortement, c'est vraiment des choses que l'on fait de manière régulière. On n'a rien inventé, encore une fois, hein. C'est les militantes féministes qui ont amené ça, de repolitiser les choses, de refaire du collectif, de partager une parole et un vécu. Ça, c'est des choses qui, pour nous semblent vraiment plus qu'essentielles. Et du coup, voilà, c'est une chose qu'on a envie de garder, en tout cas. Donc, je voudrais juste ajouter quelque chose, parce qu'il y avait aussi dans la question voilà, ce lien avec le pouvoir médical. Et en fait, je pense que c'est pas une concurrence, en fait. Si on connaît nos corps, si on peut être entouré et vivre ces expériences en dehors de l'hôpital, ça fait pas du tout concurrence aux médecins. Enfin, je pense que c'est vraiment cette question, encore une fois, du rapport de pouvoir, du choix, informé, éclairé, et de pouvoir travailler. Heureusement, tu l'as souligné, il y a des professionnels de santé qui ont envie de se former sur les questions des violences, qui sont là des alliés, et on voit comment ça peut vraiment transformer la relation de soins des deux côtés. On va encore prendre 2 questions. On a le temps pour 2 questions. Bonsoir, merci beaucoup pour cette table ronde très très riche. Moi, je voudrais revenir sur la constitutionnalisation de l'IVG. Donc, on s'apprête à inscrire une simple liberté, j'ai envie de dire, dans la Constitution. Et on sait que ça peut avoir un effet dramatique sur l'accès effectif à l'IVG. Et donc, je me demandais quelle est la suite, en fait. Comment, vous avez parlé de plaidoyer tout à l'heure, d'action. Effectivement, on peut lire plein de choses sur les travaux que vous produisez, mais très concrètement, comment on s'engage dans cette lutte-là ensemble? En fait, je pense que la constitutionnalisation, c'est vraiment une continuité de combats qui sont menés depuis longtemps. Ça veut dire que quand on se bat au planning et avec plein d'autres associations qui sont aussi présentes dans la salle pour la constitutionnalisation, en parallèle, on se bat pour beaucoup d'autres choses sur l'avortement, comme les pénuries de médicaments, comme la question de l'accès à l'avortement, comme aussi être en solidarité avec d'autres pays, avec d'autres féministes du monde entier, et en même temps, on lutte contre les anti-choix. Donc en fait, il y a énormément de choses à faire autour de ça. Nous, ce qu'on espère un petit peu, et ça commence en fait, c'est déjà, il y a un truc qui est très motivant, c'est que là, on le savait un peu, mais en fait, pour nous, ça a été très fort, cette mobilisation de la société qui gagne. Enfin, il y avait les sénateurs de droite qui étaient là, ils ne parlaient plus, parce que derrière, quelque part... Mais non, mais moi, j'ai vraiment ressenti ça. Ça veut dire, en fait, ils n'avaient plus rien à dire. Vous avez perdu, les gars, c'est fini, en fait. Non, mais c'est... Non, mais c'est... Et ça, moi je trouve vraiment que c'est quelque chose qui va... voilà, c'est le début de quelque chose. Je pense que ça fait partie d'un changement de culture de société autour de l'avortement. Et en fait, une vraie difficulté aujourd'hui, c'est l'accès. Ça veut dire qu'il n'y a pas de moyens. Donc moi, tous les sénateurs qui n'ont pas arrêté de dire que le problème, c'était pas la constitutionnalisation, c'était l'accès à l'avortement, même à demander des financements pour le planning familial, je peux vous assurer que ces personnes, on ira les rechercher pour le PLF, on ira les chercher pour le projet de loi de finances, et on fera...
en fait, on fera en sorte que ça soit effectif. Aujourd'hui, l'urgence, elle est là. Et vraiment, je pense qu'il y a quelque chose aussi, voilà, de ce qu'on parlait, de briser le silence. Alors, on a sorti un hashtag, brisons le silence, il n'a pas marché, mais il sera relancé autour de l'avortement. Et c'est aussi pour attaquer sur le fait que... en fait, on se rend compte que, pendant le Covid, il y a un truc qui a été très marquant, c'est qu'on tient le numéro vert 0800 08 11 11 du gouvernement, qui est un numéro pour tout le monde, IVG, contraception, sexualité. Et il y a des femmes qui, pendant le Covid, s'excusaient de nous appeler. Ça veut dire qu'elles étaient en demande d'avortement et elles s'excusaient de nous appeler parce qu'évidemment, il y avait des choses qui étaient beaucoup plus graves pour elles de ce qui se passait. Et donc, on voit tout le tabou qu'il y a autour de ça. Je pense que la constitutionnalisation, ça ne va pas aider forcément directement à l'amélioration. Par contre, on leur rappellera qu'ils ont voté pour des parlementaires qui ont voté, qu'ils ont voté ça et qu'il y a quelque chose derrière. Pour les autres, on leur demandera de valider, de voter des amendements qui sont portés par nos parlementaires alliés. Et puis, on fera le point à la fin de l'année, quoi. Voilà. Et on a 2 questions encore. Bonsoir. Je pensais pas avoir l'occasion de le faire un jour, mais le planning familial, vous m'avez sorti d'une sacrée situation de merde puisque j'ai eu la chance, que dis-je, le privilège de devoir avorter en Italie. Et je confirme, c'était la merde. Ce qui m'amène à cette question, est-ce qu'il y a de l'espoir à l'échelle européenne ? Et est-ce que ce que vous avez accompli hier peut se porter à une échelle un tout petit peu plus globale pour ensuite, je l'espère, bien sûr, porter ce message partout dans le monde, mais chaque chose en son temps. Sarah Durocher. Peut-être que de dire que là, il y a une mobilisation qui va se lancer au niveau européen, en fait. Une pétition qui va être lancée, un gros mouvement, en effet. Voilà, Alice Gofaela. Bien joué, salut. Alice Coffin fait un happening. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller chercher un flyer. Et que bien sûr qu'on espère que voilà, que déjà nos actions vont avoir un effet et que évidemment que cette action elle s'inscrit aussi contre une montée de l'extrême droite et aussi d'une droite conservatrice, parce qu'il n'y a pas que l'extrême droite. Hein. On l'a vu à l'Assemblée nationale. C'était pas des gens du Rassemblement national, mais je peux vous assurer que leurs propos étaient bien plus proches de ça. Donc il y a vraiment quelque chose à porter autour de l'avortement et contre l'extrême droite et les mouvements conservateurs. Et donc, bien évidemment, que le planning fait partie aussi d'une association, alors je ne le dirai pas en anglais, mais International Planification, l'IPPF, voilà, qui a des antennes partout en Europe. Et l'objectif aussi, c'est d'aller renforcer ça, en lien avec la campagne, mais aussi de faire des échanges, parce que je crois qu'en effet, parce qu'on se rend compte, parce que on partage nos expériences aussi, nos victoires, mais aussi nos défaites de militantes féministes. Je pense que voilà, il y a quelque chose autour de la force du collectif qui peut, je répète que ce mot-là, mais je crois vraiment que c'est quelque chose de plus qu'essentiel. Donc n'hésitez pas à aller voir Alice Coffin pour avoir un flyer, à partager la campagne qu'il va y avoir sur tous les réseaux sociaux. On a vu que sur la constitutionnalisation, on pouvait vraiment agir. Et je pense qu'il faut qu'on continue dans cette dynamique-là, en tout cas. Merci. Et on va prendre une dernière question. Bonjour, merci à vous pour ce superbe panel, merci à la déferlante. J'aurais une question, elle rebondit un peu sur tous les propos qu'on a entendus, évidemment, sur le livre de l'événement de Madame Annie Arnaud, sur les propos de Sarah Rocher sur le collectif. Ma question se construit comme la suivante. On arrive à peut-être un brisement du tabou progressif, si on le souhaite, sur l'avortement.
Et j'aurais voulu savoir si pour vous, est-ce que vous pensez qu'un jour, on aura enfin en place, peut-être par l'État, les moyens nécessaires pour prendre en charge la santé mentale des femmes liées à l'avortement et pas seulement au physique finalement, où ça restera de l'ordre du collectif, comme vous le dites. Pour moi, ça c'est ma question. Voilà. Vous voulez répondre, Annie ? C'est pour moi, là, la question. Vous voulez dire exactement que ça sera quelque chose de partagé comme collectivement par les femmes, pris en charge par les femmes seulement ou par toute la société. Enfin, je voyais pas trop la question, à vrai dire. Excusez-moi. Peut-être. Ouais, alors du coup, c'est bon, le micro vous revient. Oui, il est revenu. Je vais clarifier un tout petit peu. Du coup, oui, effectivement, c'était un peu ça ma question. Est-ce qu'on restera toujours en fait sur le fait que ça va rester collectif, ça va rester autour des femmes, en fait, ce soutien moral, mental, ou est-ce qu'un jour on aura en fait cette option finalement d'avoir un suivi peut-être de l'État, d'avoir des ressources supplémentaires en fait au niveau du mental des femmes et de toute la charge en fait qui vient avec cette situation. Pas non plus très... Non, parce que je ne vois pas vraiment, en fait, le type de collectif que vous voyez là. C'est d'agir sur quoi Ouais, alors, je pense, en fait... moi, je pense que... enfin, c'est drôle, j'ai eu il n'y a pas longtemps... Enfin, je le partage là parce que j'ai pas la réponse. Mais j'ai eu pour la première fois une question qu'on m'a posée en disant, on parle de congé menstruel, est-ce qu'il faudra un congé pour l'avortement ? Du coup, j'ai eu pas mal de réflexions autour de ça. Et donc, du coup, ça voudrait dire déjà, parce qu'en fait, nous, des témoignages qu'on a, c'est encore une fois, les femmes nomment pas le mot avortement. Ne nomment pas le mot avortement, des fois même c'est IVG, et puis il y a des personnes qui ne savent pas ce que c'est IVG, mais en tout cas il y a quand même encore ce silence-là. Je pense que on va être très très clair. Nous on ne dit pas que quand on vit un avortement, c'est chouette, c'est super, c'est un soulagement forcément, enfin, il n'y a pas de questionnement autour de ça. Il y a des histoires qui sont très très différentes. Nous, on n'est pas forcément pour une psychologisation, sauf si à un moment donné, enfin en tout cas, sachez qu'au planning, selon le vécu qu'on a sur l'avortement, on peut venir, on peut avoir un espace de parole, et puis on a nos limites à nous aussi, et que dans ces cas-là, si jamais à un moment donné, il y avait un besoin, nous, ce qu'on voit, en tout cas, mais on voit qu'une partie des femmes qui viennent au planning, en fait, c'est pas le grand besoin qui est exprimé. Je le dis, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais en tout cas, je pense que le fait qu'il y ait une politique de santé concernant l'avortement, on en est très loin, puisque de toute façon, le mot avortement n'est même pas nommé. Aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu une campagne du gouvernement qui dit simplement, en France, on a le droit d'avorter. Qui dit simplement, vous avez le droit, jusqu'à tant de semaines, vous avez le droit, il n'y a rien. Il y a un silence radio, en fait, des politiques sur l'avortement. Donc, bien évidemment que nous, on pousse à ça. Mais vraiment, sur la question du vécu, je pense qu'ils peuvent être très différents. Je pense que des fois, il y a juste besoin d'aller poser sa parole quelque part. Des fois, c'est juste d'en parler à quelqu'un. Des fois, c'est de pas en parler, d'en parler 10 ans après. Parce que ça peut être un événement comme un non-événement. Et évidemment que... Enfin, moi, j'ai avorté plusieurs fois. Il y a des avortements, ça a été plus compliqué. Et puis, il y a des avortements, j'avais juste envie que ça s'arrête. Et voilà, c'est les vécus qui sont complètement différents. Et encore, moi, je suis entourée de militantes et je suis consciente du privilège que j'ai. Mais vraiment, je pense que... mais par contre, il faut entendre toutes les paroles, tous les besoins et se mobiliser par rapport à ça, bien évidemment. Alors, Marie me dit qu'il y a une dernière question possible. La question bonus. Alors, bonsoir.
Bonsoir, je vais du coup prêter ma voix à la personne que j'accompagne ce soir qui s'appelle No Anger. Qui est écrit dans la déferlante, pareil. Effectivement. En parlant de justice reproductive, je voudrais rappeler qu'en institution, des femmes handicapées continuent d'être stérilisées et je crois avorter de force. Est-ce que le planning familial pense des actions pour visibiliser cet état de fait ? Moi, ce que je peux répondre par rapport à ça, c'est que, évidemment, que c'est des choses qu'on dénonce, en tout cas qu'on veut les dénoncer, bien évidemment. L'autre chose, c'est qu'il faut savoir que le planning, on a un programme qui s'appelle Handicapés alors, on intervient depuis 25 ans dans certaines structures de formation, de groupes de parole, où aussi on a parce qu'il y a ça, il y a aussi la contraception forcée, où on oblige à des jeunes femmes à mettre un contraceptif ou un implant parce que, évidemment, que si elles vivaient des violences sexuelles, elles pourraient être enceintes et ça serait catastrophique. Donc on a bien conscience, en travaillant, en tout cas avec des structures de personnes. Mais moi, je pense que le planning serait prêt à se positionner en étant en lien avec des collectifs existants. Enfin, n'hésitez pas à nous interpeller là-dessus parce que c'est des vraies réalités. On a les actions de terrain et on a aussi comment est-ce qu'on peut soutenir des plaidoyers, comment on peut s'allier à des plaidoyers. Et bien évidemment que ça fait partie des choses que le planning condamnera et qu'on peut aider à visibiliser, ça c'est certain. Mais en tout cas, on sait sur le terrain qu'on est confronté à des situations de manière très régulière de ce que vous parlez. Et à chaque fois, on essaye d'être plutôt dans une alliée de la personne concernée et d'essayer d'aller faire bouger les structures. Mais c'est des choses qui sont compliquées. Donc c'est un peu compliqué parce que je vois pas la personne, je suis vraiment désolée. Je peux pas répondre moi toute seule comme ça, mais par contre, c'est bien entendu et en tout cas, vous pourrez compter sur le planning là-dessus. Donc n'hésitez pas, on peut se voir après également. Voilà. Alors c'est sur ces mots qu'on va achever la discussion, excusez-moi. Que vous pouvez revoir sur YouTube gratuitement. Un grand merci vraiment à vous, Sarah Durocher, Monia El-Kotni, Annie Ernaux. On était vraiment ravis, honorés de vous recevoir. Merci pour ces réflexions, ces témoignages riches et puis pour votre énergie et votre humour. Ça fait beaucoup de bien. Comme nous sommes à quelques jours de la Journée internationale pour les droits des femmes, le 8 mars, j'aimerais conclure en évoquant toutes ces femmes qui aujourd'hui ont avorté dans l'illégalité, parfois au péril de leur vie, et notamment toutes celles qui, à Gaza, bombardées sans relâche par l'armée israélienne depuis 5 mois, à l'est du Congo, loin des radars médiatiques, les viols de masse, les massacres se produisent depuis 25 ans, repris avec une particulière intensité ces jours-ci, ou encore en Afghanistan, sous le joug d'un régime totalitaire décidé à anéantir les femmes. Toutes ces femmes ne peuvent jouir des droits les plus élémentaires, parmi lesquels les droits reproductifs dont nous avons parlé ce soir. Nous pensons à elles. Merci à cette belle assemblée pour son écoute. Cette soirée a été rendue possible grâce à la participation de la chorale Nos Lèvres Révoltées qui va revenir, grâce au travail des équipes de Césure et de toute une partie de l'équipe de la Déferlante, Nadia, Marie, Déborah, Lucie, Candy, Marie-Agnès, Salia, Marion, Louise et Anne, et puis Swazik et Denis qui ont prêté aussi renfort. Vous les reconnaîtrez à leurs beaux t-shirts. Donc ces t-shirts, ainsi que bien sûr le dernier numéro de la Déferlante qui est là.
et qui sort en librairie demain. Tous les autres numéros, vous les retrouverez en vente à la sortie de l'amphithéâtre. Voilà. La soirée continue, d'abord avec le retour de la chorale, donc je l'ai dit, Nos Lèvres Révoltées, et puis ensuite sur le dance floor avec les DJ Desire et Trans Terror du collectif With Us. Voilà, alors allons chanter, allons danser. Ce soir plus que jamais, nos corps, nos choix, nos joies. Bonne soirée.